préparation qui a été mouvementée due à des blessures. Je me suis tordu la cheville droite fin mai avec rupture du ligament et je me suis tordu la cheville gauche début juillet avec aussi rupture du ligament. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport. Le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Mais avant de découvrir l'invité du jour, j'aimerais te parler d'une application qui pourrait bien transformer ta préparation sportive. Tu es passionné de course à pied, de trail, de cyclisme ou de triathlon ? Alpi Training est l'application qu'il te faut pour atteindre tes objectifs. Alpi Training te propose de l'entraînement le plus complet et le plus individualisé du marché. Chaque plan est adapté à ton niveau, à ton objectif, au temps dont tu disposes et au matériel que tu as sous la main. Mais ce n'est pas tout. Alpi Training ajuste en temps réel tes plans d'entraînement en fonction de tes performances. Prépare-toi comme un pro avec leur programme vidéo de renforcement musculaire, de gainage, de mobilité, de stretching et de yoga qui viennent parfaitement compléter tes séances de cardio. Alpi Training, c'est l'application qui t'accompagne de A à Z pour que tu donnes le meilleur de toi-même et que tu atteignes tes objectifs. Télécharge Alpi Training maintenant et transforme ton entraînement en succès. Aujourd'hui, je reçois Josué Laubry qui vient nous parler de son projet qui va tout prochainement débuter. On va parler d'une double traversée dans deux sports complètement différents. Qui de mieux pour nous en parler que Josué ? Salut Josué, comment tu vas ? Mais écoute, je vais très bien et j'espère que toi aussi et tous ceux qui nous écoutent également. Eh ben écoute, ça va très bien de mon côté. Ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast. On va parler d'un projet car d'habitude des fois on en parle un petit peu en off. Là c'est pas du tout le cas. Je vais pouvoir découvrir en direct avec toi ce projet-là et comment tu l'as construit, comment tu t'es préparé pour celui-ci. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire quel a été le premier sport qui t'a passionné ? Donc bonjour à tous, je m'appelle Josué Laubry, actuellement j'ai 20 ans, 21 dans 3 jours. J'ai été diplômé cette année d'un BTS en gestion et protection de la nature. J'ai également un diplôme de pisteur secouriste en ski de fond et je suis dans le cursus de l'accompagnateur en moyenne montagne. Et pour ce qui est de mon premier sport qui m'a passionné, j'hésite, je dirais que c'est soit le vélo, soit le biathlon via le ski de fond. C'est les deux sports dont je me souvienne où j'ai vraiment idolâtré des champions et ça m'a poussé à en faire. Et ça c'était à quel âge ? Je suis un peu né sur des skis de fond, mais après je suis basculé sur du ski alpin avant de revenir. Et le vélo, c'est revenu vers, je crois quand j'avais 12 ans, et le ski de fond biathlon vers 13 ans, 14 ans. Donc c'était un peu cette époque-là, début mi-collège. Et ouais, j'étais vraiment impressionné à chaque fois devant la télé et ça me donnait envie d'être le meilleur dans ces sports à chaque fois. Et il y avait des personnes en particulier que tu suivais ? En vélo, ouais, je me souviens, il y avait Alberto Contador et Christopher Froome, j'aimais bien leur bagarre. Et les Français, j'adorais Thomas Voeckler et Romain Bardet. Et en biathlon, bah, sans surprise, Martin Fourcade. Oui, c'est vrai que là, côté français, on était fournis sur le biathlon. Et donc là, 13-14 ans, découverte du vélo. Comment après le sport t'a suivi jusqu'à aujourd'hui ? C'est quoi, t'as toujours pratiqué du coup plutôt l'été, tout ce qui était vélo, et l'hiver, t'es resté sur les skis ? J'ai toujours évolué dans un milieu plutôt sportif et surtout montagnard. Dès mon plus jeune âge, d'aussi loin que je me rappelle, j'étais soit en randonnée l'été, soit sur des planches l'hiver. Et après, à toucher un peu à tous les sports d'extérieur, donc le VTT et le vélo de route qui arrivaient plus tard. De l'escalade pas mal et des via ferrata, de temps en temps du canyon, un peu de spéléo. Beaucoup de sports aussi collectifs que j'ai pu pratiquer. Et ouais, l'hiver, je suis né sur des skis de fond, puis j'ai fait 10 ans de ski alpin après, avant de revenir au ski de fond et au biathlon. Et ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, où maintenant, principalement, c'est le trail qui m'anime et j'en fais en compétition. Et tous les autres sports, c'est pour m'entraîner à côté.
Et du coup, en fait, tu nous parles, c'est vrai que tu as grandi dans un environnement lié à la montagne, mais où est-ce que tu as grandi du coup précisément? Alors, je suis né dans le massif des Bauges. C'est au cœur de la Savoie, entre Chambéry, Albertville et Annecy. C'est un massif ultra préservé et super riche, qui a un gros patrimoine et qui est merveilleux. Et c'est mon massif de cœur que j'ai parcouru en long, en large et en travers. Et après, j'ai déménagé, j'ai habité à Val d'Isère, là où du coup j'étais licencié au club des sports de ski alpin pendant 7 ans, avant de déménager dans le sud-ouest, dans les Pyrénées-Atlantiques, en vallée d'Ossau, au sud de Pau, où je me suis remis au ski de fond. J'ai essayé le rugby avec l'ambiance locale. Et après, j'ai continué de bouger. Je suis allé 2 ans à Font-Romeu au lycée en section biathlon, du coup. Je suis revenu dans le sud-ouest et ensuite je suis allé effectuer mon BTS en Haute-Savoie, dans le massif des Aravis, donc retour dans les Alpes. Et là, j'oscille entre les Alpes et les Pyrénées. Ok, bah, t'as déjà bien bougé, déjà bien visité une bonne partie des montagnes françaises, si je comprends bien. Ouais, mon objectif c'est vraiment de toujours rester en montagne. Ce que je souhaite, c'est être au pied des montagnes pour pouvoir partir le soir après l'école ou après le boulot, courir directement, avoir du dénivelé. Et on parlait du coup justement du sport en compétition. Donc c'est le trail que tu pratiques en compétition. Il y a d'autres sports aussi que tu as fait enfin plus avec un aspect compétition derrière? Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être le meilleur dans les sports que je faisais, donc la compétition, elle m'a suivi toute ma vie. À chaque fois que je pratiquais, je voulais tout donner et monter sur les podiums. Donc en ski alpin, à chaque fois, j'ai donné le meilleur de moi-même, ce qui m'a pas beaucoup réussi dans ce sport-là. Et après, ouais, donc compétition de biathlon. J'ai fait aussi du ski alpinisme maintenant à la suite. Je faisais pas mal au collège, lycée, les sports en UNSS, donc tout ce qui va être course d'orientation, des raids. Quand je faisais du rugby aussi, c'était compétition tous les week-ends. Et maintenant, depuis 3 ans, ouais, c'est uniquement compétition de trail. Et je m'autorise à aller un raid sportif par an parce que j'adore ça. Mais j'ai arrêté les compétitions de ski et j'ai jamais fait non plus de compétition purement vélo. Ok. Et le trail, du coup, en termes de compétition, est-ce qu'il y a quelques épreuves auxquelles tu as participé ou tu as réussi à performer ou en tout cas sur des courses, est-ce qu'il y a des courses qui déjà t'ont plu ou qui t'ont marqué? Alors ouais, on peut dire que j'ai performé à mon échelle. C'est pas des courses des niveaux national. Ça restait pour moi des très belles performances et où j'ai senti une marge de progression, notamment sur une course dans les Pyrénées, là en vallée d'Ossau, que j'ai fait 3 années à la suite et où j'ai pu voir ma progression. Après, des courses qui m'ont marqué, chaque course me marque à sa manière, mais j'ai pas de grosses références au niveau national que je pourrais donner là. Ok, pas de souci. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on parle compétition, mais le projet que tu viens nous présenter et pour lequel tu te prépares, c'est un projet off. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce projet dans les grandes lignes? Parce qu'on va revenir sur toute la partie de façon entraînement, préparation, logistique, sur tous ces aspects-là, mais nous parler dans les grandes lignes de ce projet avec quelques chiffres et nous expliquer aussi pourquoi ce projet. Alors mon projet, il est très simple, il consiste à faire une double traversée des Pyrénées, parce que une c'est pas assez. Partir de l'océan Atlantique pour rallier la mer Méditerranée à vélo par les hauts cols routiers pyrénéens, et troquer le vélo pour les baskets et rentrer en courant jusqu'à l'Atlantique par le GR10. Euh, En termes de chiffres, ça donne 850 km avec 20 000 mètres de dénivelé en vélo à effectuer en 5 jours. Et en courant, c'est 870 km avec 53 000 mètres de dénivelé à effectuer en 15 jours. Ok, bon, je pense qu'il va falloir quand même quelques secondes pour intégrer tous ces chiffres qui m'ont l'air assez conséquents. Et alors, pourquoi faire cette traversée?
Et pourquoi déjà faire 2 fois et dans 2 sports différents? Cette idée, elle part d'un projet que j'ai réalisé l'année dernière avec des amis, où en fait, un de mes amis avait deux rêves, c'était de faire la traversée des Alpes à vélo et de faire le GR20 en Corse. Et on s'est regroupé à quatre et on s'est dit, mais pourquoi pas enchaîner les deux? Et donc en fait, l'été dernier, on est parti du lac Léman, on a fait la traversée des Alpes à vélo, on est arrivé à Nice, on a laissé les vélos, on a pris un ferry et on s'est lancé sur le GR20. Et c'était juste magique de vivre pendant 12 jours au gré de nos jambes et d'avancer là où on allait dormir le soir suivant. Et donc je vais penser à un projet similaire à faire cet été. Mais cette fois-ci, je voulais être seul sur l'intégralité du parcours et de me mettre un gros défi physique. Et j'ai pensé aux Pyrénées parce que ça fait longtemps que je voulais faire la traversée des Pyrénées en vélo. J'ai fait 2 fois celle des Alpes et du coup je voulais faire celle des Pyrénées. Et je me suis dit mais le GR10 derrière c'est un monument et l'enchaîner je pense que c'est réalisable. C'est comme ça qu'est née l'idée de faire la traversée des Pyrénées à vélo et en courant à la suite. Et pour la trace de vélo, parce que du coup j'ai bien compris, pour la trace trail, tu es basé sur le GA10. Et pour le tracé vélo, c'est quoi? C'est une route, il y a une route en fait vraiment typique qui est la traversée des Pyrénées, ou c'est toi qui a dû ajuster un petit peu? Il y a pas mal de traces qu'on peut retrouver sur internet qui reprennent les plus grands cols. Après, je l'ai étudié un peu dans le détail et je l'ai ajusté à ce que je voulais faire. Par moment, elle peut contourner des petits cols ou en choisir un plutôt qu'un autre pour basculer sur une vallée. Donc, je me la suis réappropriée et en fait, j'ai maximisé le nombre de cols que j'allais faire. Ok, oui, donc t'as pas choisi la simplicité celui-là. Ouais, non, je veux vraiment faire un maximum de dénivelé parce que j'adore ça et gravir un maximum de cols parce que c'est plaisant de se dire qu'on a fait des cols. Donc ouais, je me la suis un peu réappropriée. Après, dans les grandes lignes, la traversée des Pyrénées reste la traversée des Pyrénées. Il y a pas de surprise là-dessus. Et je Ok. passe une seule fois du côté espagnol, c'est au Pays Basque. Sinon, c'est 100%, enfin, c'est 98% français. Ok, et sur ce tracé, c'est quoi les principales problématiques ou difficultés, juste en termes de tracé pur, que tu penses rencontrer? Hum, bah, c'est surtout dans l'enchaînement des difficultés où bah, en fait j'ai minimisé les transitions vallonnées pour dès que je descends d'un col, j'en attaque un nouveau. Donc ouais, ça va être juste l'enchaînement de toutes ces ascensions à la suite qui va faire mal aux jambes. Et petit point logistique, là donc tu pars du Pays Basque en vélo, Ouais. tu vas arriver, c'est quoi d'ailleurs la ville d'arrivée côté Je Méditerranée? suis mis Bagnols-sur-Mer. D'accord. Donc quand tu vas arriver à Bagnols-sur-Mer, comment tu t'es organisé pour tout ce qui va être gestion des stocks de nourriture, vêtements, tout ça, et puis surtout la transition entre le vélo que tu dois laisser et prendre. Tu vas déjà partir avec tes affaires de trail avec toi sur le vélo, ou tout ça tu as quelqu'un qui t'est organisé pour avoir un changement à Bagnols-sur-Mer? Ouais, alors en fait, pour cette traversée, je me suis dit que dans les délais que je m'imposais, la faire en autonomie, ce serait beaucoup trop ambitieux. Et j'ai fait le choix d'être accompagné. Et du coup, j'ai loué un van aménagé que ma copine conduira. Elle me fera l'assistance sur les 3 semaines de la traversée. Donc en fait, on va partir ensemble du Pays Basque et j'aurai toutes mes affaires qui seront dans le van et arriver à Bagnols-sur-Mer, je mettrai le vélo sur le porte-vélo et je récupérerai du coup mes affaires de trail qui seront dans le van pour enchaîner. Ok, voilà, c'est vrai que bon, t'as une assistance de luxe là, parce que c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses. Du coup, ce sera aussi ton point, t'auras pas à chercher des hôtels ou des logements en tout cas pour passer la nuit, Ouais, c'est vraiment ce que je avec voulais ce principe. optimiser là-dessus. C'était d'avoir quand même un confort pour récupérer au mieux et non plus de pas avoir une voiture et de dormir en tente et de tout faire au chaud. Donc là, vraiment Hmm. avoir une petite cuisine et un vrai lit,
bah, ça sera du grand luxe pour la récupération. Et bah, ça me déleste, oui, sur toute cette partie logistique où j'ai pas besoin effectivement, de booker des nuits et de penser à ce que je vais manger ou à faire des courses. C'est comme tu dis, oui, c'est vrai que ça évite de penser, ça va limiter tout l'aspect un peu charge mentale, ça, tu vas juste pouvoir te profiter et te concentrer sur l'effort durant cette traversée, ce qui va déjà être, je pense, suffisant. Quand je revois, j'ai les chiffres sous les yeux et c'est que avec le tracé, ça m'a l'air plutôt costaud. Et du coup, sur la partie GA10, est-ce que déjà tu as déjà fait des portions de ce tracé? Alors, très peu, parce que le GR10, il prend pas les sommets. C'est principalement des passages au col d'altitude, mais ils vont jamais chercher les pics. Et moi, à chaque fois que je vais en montagne, ce que j'aime bien, c'est aller au sommet des montagnes et Hmm. pas faire que des transitions de vallées. Donc, j'ai pas fait de vraies portions sur le GR10. Après, je connais un peu les coins. Donc, le passage en vallée d'Ossau, je vois où il passe, je connais les chemins. Le passage aux alentours de Font-Romeu aussi, comme j'y ai été 2 ans. Mais non, j'ai jamais fait, on va dire, vraiment des parties de reconnaissance GR10 ou quoi, ou même en sortie. Je préfère aller sur les sommets. Ok, écoute, on va passer à la partie plus préparation, en tout cas entraînement. Et pour commencer cette thématique, j'ai une question qui t'a été posée par notre partenaire sur cet épisode. Je vais te la faire écouter, puis je te laisserai y répondre. Salut, c'est Maxime d'Alpi Training. Alors juste une petite question pour toi qui fais cette traversée. Je voulais juste savoir un petit peu comment tu t'étais préparé pour ta partie vélo et surtout pour ta partie trail pour le retour, en termes de volume, en termes d'entraînement, en termes de type de séance, si tu fais du renfort, pas de renfort, de la mobilité. Bah voilà, j'aimerais juste savoir un petit peu plus ce que tu as fait pour préparer ton périple. Voilà, dis-nous en plus. Petite précision enregistrée après le podcast pour te dire que cette question a été posée par Maxime, le cofondateur de Alpi Training. J'en profite également pour te partager le code LJDS15 qui te permettra d'avoir 15% sur ton abonnement mensuel ou annuel chez Alpi Training. Allez, je te laisse avec la réponse de Josué. Ok. Ben, déjà, j'ai une préparation qui a été mouvementée due à des blessures. Je me suis tordu la cheville droite fin mai avec rupture du ligament et je me suis tordu la cheville gauche début juillet avec aussi rupture du ligament. Donc Ok, ouais, costaud. récemment j'ai eu une préparation qui a été contrainte à peu d'heures en montagne, ce qui m'a pas fait plaisir et ce qui m'a pas aidé non plus pour être le mieux préparé possible. Après, je me suis jamais entraîné spécifiquement pour ce projet. Mon objectif à moi, c'est de performer sur des compétitions et d'un jour atteindre le, le top niveau. Donc, je m'entraîne pour les échéances que je peux avoir, et je me dis que en faisant ces entraînements, je ferai forcément du volume qui me préparera à effectuer ma traversée derrière. Le fait d'avoir été blessé au niveau des chevilles a retardé du coup ma reprise en course à pied. Et ça m'a permis de passer beaucoup d'heures sur le vélo, notamment cet été, où bah, au final j'ai jamais enchaîné des sorties comme ça. Et je sais pas si en ayant les deux chevilles, j'aurais fait une prépa vélo aussi chargée. Bon, j'ai pas fait des semaines à 1000 bornes non plus, mais j'ai fait des belles sorties pour moi. Et je suis frustré d'avoir été blessé aussi pour ne pas avoir pu effectuer autant de sorties en courant en montagne que j'aurais souhaité. Donc là, je vais m'élancer sur ma traversée avec bah ça fait un mois, ouais, ça me fera un mois de reprise en courant depuis ma deuxième entorse. Et bah, en un mois, j'aurais pas eu le temps de faire vraiment des grosses semaines de volume. Donc je mise beaucoup sur le fait que ça fait 20 ans que j'habite en montagne et que je passe mon temps dehors. Et je pense que j'ai une endurance de base qui est assez élevée.
et qui me permettra d'enchaîner les journées. Du coup, c'est que la course à pied, tu m'as dit, tu avais repris quand? À partir de quand pouvoir recourir correctement? En fait, j'ai repris à courir lors de ma première entorse mi-juin, fin juin. Et du coup, j'étais trop content. Je me suis dit, je vais passer un bel été à passer des heures en montagne. Et début juillet, sur une sortie, je me suis fait l'autre cheville. Donc, vraiment dégoûté. Et là, j'ai repris, on est le 20, j'ai repris, allez, il y a 10 jours. Ok. Donc là, c'est que ça te... Et mentalement, toi, est-ce que ça t'a impacté ou finalement tu dis de toute façon ça va tout de même revenir avec bon déjà c'est que t'as la partie petit vélo et puis après voilà ça reste long 15 jours et voilà on n'est pas comme sur les courses en compétition où peut-être l'intensité sera sûrement moins élevée Mentalement, je sur me cette dis traversée. que, ouais, mentalement, je me dis que mon corps, effectivement, ça va être 3 semaines d'endurance et il s'adaptera aussi pendant la traversée. Après, c'est un choix aussi de commencer par le vélo pour pas avoir de contraintes mécaniques sur le premier aller parce que si j'avais fait la première partie en courant, je pense que j'aurais été détruit après pour monter sur un vélo. Alors Mm. que là, au contraire, ça va me permettre de me renforcer musculairement sur le vélo et d'attaquer la course à pied sans traumatisme articulaire. Et après, il avait parlé du renforcement. Oui. Ouais. Moi, du coup, pour ma démarche de performance sur les compétitions, je suis suivi par un coach d'Ibex, de la structure Ibex Outdoor, qui s'appelle Vincent Pialou, et il intègre à mon entraînement des séances de renfo. Et là, j'ai aussi mangé beaucoup d'exercices de renfo au niveau des deux chevilles pour euh, pour éviter de faire des surentorses à la reprise. Donc ouais, c'est quelque chose que j'intègre en période de convalescence. J'en faisais quasiment 5 fois par semaine et sinon entre 1 et 2 fois par semaine. Très bien. Et c'est quelque chose que tu faisais déjà avant d'être blessé? Hum, du renfo général, ouais, du renfo spécifique aux chevilles, non. Et avant d'avoir mon coach, j'en faisais pas particulièrement. Après, je suis toujours quelqu'un d'actif Mm. de mon temps libre, je vais être amené à, à porter des charges, à aller grimper dans des arbres, à aller faire tout ce qui me passe par l'esprit. Et du coup, on va dire que je fais de la proprioception constamment, à sauter de pierre en pierre, et je fais du renfo sans en faire. Du coup, bon, là, d'avoir fait du renfort en tout cas plus spécifique, c'est quelque chose que tu penses quand même garder dans le futur? Je pense que en garder, ouais, 1 fois au moins par semaine, c'est toujours bien. Ça permet de s'entraîner quand on n'a pas beaucoup de temps, quand on n'a pas envie de sortir, euh, de remplacer une séance. Après, je t'avoue qu'à chaque fois que je vois une séance de renfo, je suis pas le plus heureux du monde, parce que moi, ce que j'aime, c'est passer du temps dehors. Mais ouais, je l'ai fait parce que je veux être le meilleur, m'améliorer pour moi. Donc je me dis que ce sera bénéfique pour ma performance. Si j'avais un autre objectif, je pense pas que j'aurais cette régularité à en faire. Ouais. Oui, ça j'ai bien compris. Si c'était juste le plaisir de se balader dehors, je pense pas que ce serait une priorité. Mais ouais, je le sens que c'est utile, par exemple, quand j'enchaîne des longues descentes ou ouais, montée, descente. C'est forcément, tu le sens forcément sur les sentiers, les heures passées à faire des squats, des fentes ou tout ça, c'est pas des heures perdues non plus. Et il y a une question aussi qui revient constamment sur le podcast, que je pose à chaque invité, c'est savoir un petit peu comment toi tu gères, comment tu t'organises pour avoir un certain équilibre ou harmonie, après c'est à toi qui me diras, entre ta pratique du sport et ta vie privée et ta vie professionnelle.
Bah, jusqu'à présent, du côté professionnel, j'étais étudiant, donc j'avais le rythme scolaire normal. J'avais la chance de pas trop avoir de devoirs, donc en fait c'était les cours et dès que j'en sortais, je passais en sport. Donc j'allais m'entraîner le soir, j'allais m'entraîner le matin. J'étais vraiment dédié à ça. Et j'ai la chance aussi d'avoir une copine qui fait beaucoup de sport, donc ça permet de passer du temps ensemble en montagne en s'entraînant, ce qui aide beaucoup. Hum, et ouais, donc c'était vraiment l'aspect scolaire en salle de cours. Et dès que j'en sortais, je décrochais, je passais dans ma pratique du sport et dans ouais dans mon projet personnel un peu pour évoluer dans tout ça. Parce que là, c'est vrai de ce que je t'entends dire, c'est vrai que voilà, t'as vraiment bon, le sport qui est évidemment tourné un peu voilà, vers l'extérieur, l'outdoor. Ta vie privée que tu essaies un petit peu de, voilà, de faire au mieux pour que ça soit en harmonie avec le fait de faire des activités en extérieur. Et est-ce que dans le futur, c'est un objectif pour toi d'avoir également un métier qui est tourné, voilà, axé dans ce sens-là? Ouais, carrément. Ouais, non, non, c'est un objectif. Bah, idéalement, ce que j'aimerais, c'est être payé pour courir, mais pour ça, faut que j'améliore mes performances pour idéalement rentrer dans un team. C'est aussi pour ça travailler dehors que je suis en train de passer le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, parce que à terme, j'aimerais pouvoir proposer des sorties trail au grand public, et ça me permettrait de faire et de la vie professionnelle et de la vie personnelle en même temps, parce que je gagnerais de l'argent en m'entraînant et ça me libérerait du temps derrière pour passer du temps, ça me libérerait du temps pour être avec mes proches. Hmm. Donc ouais, c'est vraiment un objectif de travailler dehors et si possible d'être payé à courir. C'est vrai que c'est sympa de voir voilà, ta vue globale, de découvrir un peu la vue globale que tu as sur ta pratique. Et on voit que tu as déjà réfléchi quand même à pas mal d'aspects. Et ça m'a plutôt bien ficelé en tout cas. Et tu mets bien, enfin, en tout cas, tu mets tout en œuvre. Et je te souhaite que ça aille au mieux dans ce sens-là. Et on va revenir du coup sur le projet. D'ailleurs, en parlant un petit peu, parce qu'on parle un peu de budget, de finances, quand tu as voulu monter ce projet, tu avais déjà une idée un petit peu du budget que ça allait te demander, ou c'est quelque chose que tu as découvert un peu en préparant ce type d'aventure? Sportivement parlant, je me disais que c'était accessible, que ça coûtait pas trop cher si j'étais en autonomie, on va dire, parce que la plupart du matériel, je l'avais déjà, qu'il allait juste falloir payer la nourriture. Je me suis rendu compte du prix du projet quand j'ai décidé de d'avoir un van aménagé. De base, je voulais en trouver un, si possible dans mon cercle social. J'ai pas réussi, donc je me suis dit que je pouvais faire des demandes de sponsoring pour m'en faire prêter un gracieusement. Ça a pas fonctionné non plus. Donc là, j'en loue un en partenariat avec une agence de location, mais je dois quand même le payer en partie, ce qui augmente forcément le budget. Et après, je savais qu'il y a une grosse part, notamment sur 3 semaines comme ça, c'est l'alimentation, que ce soit de la nutrition Mm. sportive ou juste les paquets de pâtes et de riz que je vais m'enfiler le soir. Et au final, représente pas mal 3 semaines mis bout à bout, le nombre de calories, je pense qu'il va être assez costaud. Ouais, ouais, c'est vrai que ça va pas mal, ouais, ça va pas mal Mhm. débiter. C'est sûr que, ouais, avec les journées d'effort que tu as prévues, c'est sûr, tu as une idée d'ailleurs en termes de calories brûlées par jour, ce que ça représente? Alors, en nombre de calories, je sais pas du tout, d'autant plus que je suis un gros mangeur. Euh, Autant à l'effort que après l'effort, donc quel nombre de calories, je sais pas du tout. Euh,
Je sais que ça va s'envoyer 700 grammes de pâtes par jour, grosso modo. Et après, bah, j'ai la chance sur la nutrition sportive aussi qui coûte assez cher, d'avoir eu l'aide de mes sponsors. Donc, je suis ambassadeur de la marque NAC et Hmm. ils m'ont bien aidé dans cette aventure-là en m'envoyant de quoi de quoi m'alimenter et aussi une marque qui fait de la viande séchée. Ça s'appelle Canyon Nutrition qui pareil m'envoie un colis afin de m'aider à aller au bout de cette aventure. Donc ça m'allège les dépenses de ce côté-là. Mais dans le budget global, oui, il reste du coup majoritairement la location du van avec les frais qui sont associés, donc les péages et l'essence et l'alimentation autre que sportive. Et sur cette aventure, est-ce que on parlait du coup tu parlais effectivement des personnes qui t'ont aidé et est-ce qu'il y a également des personnes du coup autres que les marques qui vont t'accompagner sur ce projet. Donc tu m'as parlé déjà de ta copine qui faisait vraiment toute la partie logistique avec le van aménagé. Et est-ce que tu auras également d'autres personnes qui vont venir courir ou rouler avec toi sur des portions du parcours? J'ai un ami qui veut me suivre aussi pendant mes 3 semaines. Celui avec qui j'ai fait mon aventure l'année dernière, qui était dans ma classe durant 2 ans, Florian. Et je souhaitais aussi, bah, si possible, pouvoir réaliser un film à l'issue de cette aventure. Ça voulait dire trouver un vidéaste. Et Florian, un ami à lui qui est là-dedans. Et il a été super motivé quand je lui ai parlé du projet. Et du coup, j'ai aussi bah, cet ami vidéaste qui sera là pour me suivre pendant les 3 semaines avec Florian. Donc l'idée, c'est ça, on n'a pas encore fixé encore. Soit ils viennent avec nous dans le van, soit Florian, lui, a une voiture qu'il a aménagée et donc il nous suivrait dans cette voiture. Et ensuite, ouais, j'ai vraiment pour but de partager un maximum d'heures sur le vélo et sur les sentiers avec toutes les personnes qui sont motivées pour ma pour être là durant cette aventure. Donc j'ai beaucoup d'amis qui m'ont sollicité pour me demander à quel moment je serais à tel lieu. Et l'objectif, c'est si possible de jamais être vraiment tout seul à rouler ou à courir. Donc ouais, j'ai pas mal de personnes qui vont graviter autour et présentes en permanence. Il va y avoir ma copine, mon ami Florian et du coup le vidéaste Paul. Et pour suivre tout ça, il y aura une trace GPS accessible ou sera via les réseaux pour suivre en tout cas ton aventure et puis ton avancement? J'avais réfléchi à avoir un traceur GPS et au final, j'ai estimé que c'était pas forcément primordial parce que bah, les personnes qui seront sur place, je leur communiquerai mon avancée au fur et à mesure d'école et on se verra assez régulièrement, notamment sur le vélo où bah, je serai toujours sur la route. Et pour les personnes extérieures à mon assistance proche, il y aura un partage qui sera fait enfin, quotidiennement sur les réseaux avec mon avancée, les passages au col et oui, après il y aura possibilité du coup de savoir où je suis à peu près plus ou moins dans ma journée. Sur ah, Non, ouais, excuse-moi, tu voulais rajouter non, quelque chose? ce sera du coup sur mon compte Instagram que je partagerai tout ça. D'accord. C'est quoi le nom du compte? C'est Josué-LBRY. Ok. Bon, ce sera sûrement, de toute façon, en description de l'épisode pour ceux qui voudront suivre l'aventure. Et là, dans ce projet là qui est complètement dingue. Toi, d'ailleurs, tu le revois comment? Toi, pour toi, c'est quelque chose de. Tu dis, c'est quand même quelque chose qui va être difficile, ou tu te dis, ça va être juste une question de temps et de patience, et dans tous les cas, ça va passer. Le vélo, je me dis que ça va passer parce que si je suis fatigué, euh, je me mets en danseuse dans l'école et je finirai bien par les monter. Euh,
La course à pied, ça va être beaucoup plus compliqué, je pense, de par la préparation qui a été hésitante et le fait que il y a des gros traumatismes articulaires qui peuvent intervenir, que c'est pas juste physique. Et ouais, j'espère déjà ne pas avoir de blessures au cours de cette aventure. Et et ouais, la partie GRD, je la vois beaucoup plus comme costaud dans ma tête. C'est vraiment la partie que je redoute un peu de ce projet. Et puis donc on va parler essentiellement du GA10. T'es parti sur 15 jours de traversée. Comment t'as défini ce nombre de jours? T'as juste pris la distance, tu t'es mis une vitesse moyenne, ou t'es allé un peu plus dans le détail pour estimer ton avancée de 15 jours? Ah non, pire que ça, j'y suis allé au chiffre rond. J'ai dit Ah, ah ouais, ouais. Ah non, j'ai vu la traversée des Pyrénées à vélo, j'ai dit bof, 5 jours, allez, 10 jours, c'est trop ambitieux en courant, sachant que le record d'Éric Lavry, il est en 9 jours. Si 20 jours, c'est un peu trop long. Bon, allez, je coupe la poire en deux, 15. Et après, j'ai ok, tracé. d'accord. Et après, j'ai tracé, en fait. Donc, Parce que je voyais les joueurs, je me dis, attends, il est vachement, il s'est mis en mode précision et tout. Et, non, ça, je l'ai fait et... après. En fait, je me suis dit 15 jours, et après, j'ai découpé les étapes. Et c'est qu'au moment où j'ai fait les étapes que je me suis dit, mais 15 jours, mais c'est énorme. Enfin, mais c'est là, le kilométrage moyen, enfin, journalier, il est costaud, quoi. Ouais, c'est quand on voit les étapes, c'est que sur le document, là, j'ai sous les yeux, on voit des étapes entre 50 et puis presque 80 km, mais surtout voilà le dénivelé, il y a pas beaucoup en dessous de 3000 hein, presque hein, Ouais, grosso modo, ça fait une moyenne, je crois, par jour quoi. entre 3005 et 4000 de dev et aux alentours de 65 bornes par jour pendant 15 jours. Ouais, donc c'est vrai que ça reste, c'est vrai que ça fait ouais, c'est que c'est bien, ça fait des gros morceaux chaque jour. Je pense pas que Ouais. tu risques pas de t'ennuyer en tout cas. Non, non, Ta mais je journée pense sera que, bien remplie. ouais, enfin, les personnes qui voudront suivre ça, faut pas s'attendre non plus à trop me voir courir. Ça va être de la randonnée, hein. Ça va être de la rando course, comme on appelle ça, où ça court que dans les parties en descente, hein. Il va y avoir beaucoup de La marches. rando soutenue quoi. Mais bon, ça c'est sûr que quand on voit quand même les formats déjà sur une étape sur un format course déjà ce serait déjà quand même costaud en termes de ratio. Donc c'est sûr que quand on prend cette aventure, on doit faire 865 km. Pour ceux que je pense que ça tente, c'est costaud quoi. C'est clair que ça, c'est pas quelque chose sur lequel j'irais m'aventurer. Mais en tout cas, avec plaisir de suivre cette aventure, de voir un peu aussi les paysages traversés. Parce que ça doit être quand même assez grandiose. Donc je pense dans les Pyrénées sur le GR10. Ouais, les Pyrénées, c'est pas tant connu que ça au final. Et les coins sont vraiment super beaux. Après, GR10, c'est pas les coins les plus sauvages des Pyrénées non plus, mais il y a vraiment des passages qui sont mythiques. Je pense à la réserve du Néouviel avec tous ces lacs, ou les passages proches du Canigou qui sont très très beaux. Donc ouais, j'espère qu'on va pouvoir faire aussi des belles images là-dessus. Pas tout le temps en drone, parce que il y a des passages dans les réserves, il y a des passages dans les parcs. Donc ça aussi, je l'ai pris en compte dans mon roadbook, de le signaler au vidéaste, les endroits où il peut pas faire voler le drone. Mais ouais, on va essayer de faire vraiment des jolies images de tout ça. Et j'aurais également une question d'un de tes amis qui va reprendre quand même une partie de ce dont on a parlé. Je vais te la faire écouter, puis tu pourras y répondre à la suite. Yo mon pote Josué, j'ai une question pour toi. Est-ce que ce projet n'est pas trop ambitieux pour toi, étant donné ton jeune âge et le fait que tu as enchaîné 2 entorses dans les mois passés? Est-ce que tu penses que tu as la maturité pour te gérer sur ce genre d'effort, l'expérience aussi, etc.
Bah, ça, c'était Florian, du coup. Oui. Euh, il me fait rire parce que du coup, il m'a posé cette question toute l'année scolaire qui a suivi en me disant c'est vraiment monstrueux ce que tu veux faire, ça va être vraiment galère de terminer. Oui, c'est sûr que c'est ambitieux. Me gérer, bah, comme j'ai dit, enfin la partie GR10, ça va être beaucoup de randonnées en montée et et le vélo, ça va être un rythme aussi tranquille dans les ascensions. En termes d'expérience, je pense que bah, je pars en ayant moins que j'aurais souhaité. Parce que j'aurais bien pris le départ de courses un peu plus longues au cours de cette année, mais mes entorses ne m'ont pas permis de prendre les départs. Donc je suis assez novice au final dans ces licences-là. Je pense que justement ce projet il peut m'en apporter de l'expérience et c'est une manière autre que de s'inscrire à des courses, de le découvrir et d'en apprendre plus sur moi. Et l'enchaînement, je pense aussi de se réveiller tous les jours en se disant bah aujourd'hui il faut repartir. C'est c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter l'année dernière quand on a fait bah, les Alpes et la Corse. Et c'est quelque chose enfin, dont je suis tombé amoureux, juste de se lever le matin et de repartir pour une journée en montagne. En fait, ça suffit pour me motiver et même si j'ai mal aux jambes, tant que j'ai pas de douleur, tant que je me refais pas d'entorse, tant que je me casse pas un truc, je pense que je continuerai. Et je suis en train de penser finalement, est-ce que le fait d'être contraint un petit peu au repos sur la course à pied, de pas avoir, s'être pas mis sur des courses un peu plus longues, mais en mode vraiment trail, sachant que là tu vas faire, comme tu vas dire, voilà, de la rando course, de la rando un peu soutenue en tout cas. Est-ce que finalement ça va pas t'amener une certaine fraîcheur et peut-être quoi, les compétitions t'aura peut-être un peu abîmé avant ce projet? Ouais, forcément, c'est ce que je me dis aussi. Ce projet, du coup, il a vu le jour bah, fin de l'année dernière, cet hiver, début d'année, où je me suis vraiment posé dedans, étudié un peu les parcours, tracé les étapes. Donc, c'était pas mon objectif de l'année, parce que mes objectifs, ils étaient compétitifs. Mais quand les entorses sont arrivées, bah, j'ai dû lâcher prise sur les compétitions et ce a pris vraiment plus de place. Et je sais pas si c'est bah, une réponse de mon corps pour me freiner et vraiment me permettre de faire du jus jusqu'à cette traversée. Et bah, maintenant, je le prends forcément comme ça, où bah, effectivement, j'ai commencé la saison assez tôt, parce que j'avais les championnats de France en ligne de mire qui étaient tôt, donc j'ai jamais vraiment arrêté de courir cet hiver. Donc, n'ayant pas été blessé, je pense que j'aurais accumulé beaucoup de fatigue. Et là, ouais, je pense que j'arrive avec une certaine fraîcheur sur ce projet. Mais du coup, pas le nombre d'heures souhaitées en montagne non plus. C'est vrai que c'est un petit peu voilà, le compromis toujours à trouver. Malheureusement, là, c'est vrai que c'est pas quand c'est pas un choix, le compromis, il est tout de suite beaucoup plus limité Oui, bah, faut composer dans avec la après. décision. Donc, maintenant, il y a ce Donc, qui est fait est fait. Il y a plus le choix. Je peux plus revenir en arrière. Donc, donc maintenant, il y a plus qu'à s'aligner au départ. Et puis là, c'est à ce moment-là que tu auras les réponses, en tout cas, à la question de Florian c'est sur ça. est-ce que ça va passer ou non. Après, je suis En tout cas, assez, je suis indulgent envers ma progression dans le sens où mon objectif, c'est de faire cette double traversée. C'est aussi l'avantage d'avoir le van aménagé. C'est que, bah, en courant un peu moins parce que faut que je sois à des croisements de route, mais de pouvoir modifier les étapes en cours de route. C'est-à-dire que bah, si je me sens bien, je peux rallonger. Si je me sens pas bien, je peux raccourcir. Et s'il me faut 3 jours de plus pour boucler l'aller-retour, il me faut 3 jours de plus. Mais ce que je veux, c'est vraiment aller au bout de cette double traversée, même en rallongeant, enfin, oui, en rallongeant la durée. c'est vrai que le van sur ce côté-là, ça a vraiment des avantages qui sont non négligeables, je pense, pour ta traversée et puis pour ton objectif. Et c'est vrai que c'est un bon, je pense que c'est un bon point. Peut-être que tu referas après des projets avec accompagné d'un van derrière après Ouais, celui-ci. peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Non, l'année dernière,
on était suivis sur notre traversée des Alpes. Effectivement, c'est toujours un grand luxe, mais sur le GR20, on était en autonomie. Et c'est différent. C'est de se dire que c'est toi qui promènes ta petite maison sur ton dos. C'est pas la même ambiance et faut aussi adapter l'ampleur du défi physique au fait que soit t'es en autonomie, soit t'as une assistance. Ce qui joue beaucoup sur les performances. C'est comme dans les compétitions, quand t'as une assistance, c'est de suite plus facile. Ouais. Et alors sur ce projet, quels sont les points vraiment positifs que tu as hâte de retrouver sur ce projet? Qu'est-ce qui te fait vraiment envie? Qu'est-ce qui te donne le feu pour y aller? Ce qui me fait rêver depuis que je l'ai en tête, c'est juste de me dire que pendant 3 semaines, je vais me lever le matin avec une seule chose à faire, c'est d'avancer. Soit pendant 5 jours à vélo ou pendant 15 jours en courant. Et d'évoluer dans les montagnes, c'est vraiment ce qui me fait triper. Me dire que ouais, je vais vivre une vie de vagabond pendant 3 semaines où j'aurai qu'à avancer. Et en plus, je serai accompagné par mes proches dans ces moments-là et je vais juste kiffer parce qu'on va passer des trop bons moments et même si ce sera dur physiquement, je serai dans les montagnes donc tout ira bien. Eh ben écoute, en tout cas, merci pour toutes ces précisions, ces informations sur la préparation de ce projet. Avant, en tout cas, de terminer avec le mot de la fin où tu pourras parler du sujet dont tu as envie pendant le temps que tu désires. Déjà, je voulais te remercier d'être passé sur le podcast pour nous parler de tout ça. Et puis, en tout cas, hâte de te suivre dans cette aventure. Et aussi également hâte de te retrouver pour la partie débriefing qu'on pourra faire après cette aventure et puis pour savoir comment s'est passé puis soit les réussites comme les difficultés que tu auras pu rencontrer sur ce projet. Donc voilà, hâte de tout ça. Maintenant à partir de maintenant, tu as le podcast pour toi pour parler de ce que tu veux pendant le temps que tu veux. Du coup, j'ai remercié NAC et Canyon Nutrition pour leur soutien. Et j'aimerais aussi dire un mot sur Sport Shoes. C'est une marque dont je suis ambassadeur. Sport Shoes, c'est un site qui font de la revente d'articles de sport. Et je suis ambassadeur depuis maintenant 1 an. Et ils m'ont fourni le matériel pour courir qui me permettra d'être le plus confortable possible. Et j'aimerais les remercier pour leur soutien et également la marque CB de lunettes françaises qui me suit également dans cette aventure et dans mes projets depuis un peu plus d'1 an. Et ça fait du bien de se sentir entouré, même si matériellement c'est pas des grosses dépenses, mais ça fait vraiment plaisir de savoir que on a des personnes qui nous font confiance et qui nous aident à aller au bout de nos projets. Donc ouais, tout un grand merci à mes partenaires et je suis fier d'être ambassadeur de ces marques-là. Et je voulais juste rajouter une chose du coup sur cette traversée, sur la partie financière où je m'étais dit que j'allais tout faire de ma poche, mais d'un autre côté ça m'allège aussi de demander de l'aide autour parce que j'ai demandé des participations financières à certaines marques mais on m'a fermé la porte et je me suis dit pourquoi pas ouvrir une cagnotte et du coup j'ai une cagnotte qui est actuellement en ligne, elle est en biographie de mon compte Instagram donc Josué-Albert Y et je suis preneur de toute participation, ça m'aidera vraiment du coup dans mon projet à rentabiliser, enfin pas à rentabiliser, mais à m'alléger mes dépenses, que ce soit pour le van et pour tous les frais qui y sont associés. Et aussi, il faut savoir que mon ami vidéaste qui me suit n'est pas rémunéré. Il fait vraiment ça pour lui aussi passer 3 semaines en montagne et créer un docu qui peut le faire triper. Et mettre dans la cagnotte, ça permet de l'aider lui et de l'aider moi dans la réalisation de ce projet. Donc voilà, si jamais vous voulez nous aider sans être présent au bord des sentiers, c'est possible en allant voir du coup cette cagnotte. Après, pour la partie qui est libre à moi de l'épisode,
c'est c'est pas évident de choisir un sujet ou quoi. Non, moi juste, ce que j'aimerais dire, c'est que bah j'ai toujours évolué en montagne et que c'est un environnement qui est sain, dans lequel je me sens bah, au mieux de ma forme, et que si vous avez l'occasion d'aller faire un tour, vous allez rien regretter. Et je suis pas en train de convertir les courses sur route à aller faire du trail, mais quand même un petit peu. Et, euh, et ouais, après, bah, dans un point de vue de motivation, c'est bah, croyez en vos rêves. Nous, l'année dernière, on s'est lancé dans la double traversée des Alpes et le GR20. On était 4 jeunes de 19 ans, on est parti la fleur au fusil. On a acheté des sacs, on a acheté à manger, et on est parti avec les matelas sur le dos. Et en fait, tout est possible, surtout si vous avez des bons amis ou des proches autour de vous qui sont prêts à vous suivre là-dedans. Et les aventures en groupe, moi, ça me fait vraiment vibrer maintenant. Et c'est pour ça que j'ai dit que je voulais vivre une aventure humaine aussi avec cette double traversée. Parce que tous les moments partagés sont décuplés. Donc n'hésitez pas, si vous avez une idée en tête, à en parler autour de vous. Il y aura sûrement un fou furieux pour vous accompagner. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.